Le conflit États-Unis-Iran est-il en train de devenir une guerre mondiale? Russie, Chine et Ukraine dans l'ombre du brasier. Une journée ordinaire qui ne l'est pas. Il y a des journées qui commencent loin des studios, loin des écrans, loin du bruit de l'actualité en temps réel. Des journées de famille, de silence relatif, de fêtes intimes. Et pourtant, même dans ces instants-là, le monde n'attend pas. Il ne demande pas la permission. Il continue de basculer, de tourner, de révéler des vérités que l'on croyait encore souterraines. C'est dans cet écart entre la vie privée et la violence des événements que l'on mesure parfois le mieux la profondeur d'une crise, parce que les faits qui se sont accumulés en 24 heures dans ce conflit ne souffrent aucun délai. Ils exigent qu'on en parle, ils exigent que l'on comprenne, parce que la définition même de cette guerre vient de changer encore une fois, et ce changement-là ne peut pas être ignoré. Ce que l'on pensait être un conflit localisé entre les États-Unis, Israël et l'Iran est en train de se révéler être quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose qui touche Moscou et Pékin, quelque chose qui implique Kiev, quelque chose dont les vibrations se font sentir jusqu'à Taïwan et dans la péninsule coréenne. Une guerre régionale, oui, mais dont l'empreinte globale est désormais impossible à nier. Et au cœur de tout cela, un fait qui mérite d'être établi clairement dès le départ. L'Iran n'est pas en train de perdre cette guerre. L'Iran est en train de la transformer. Salut à tous, je suis Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Veuillez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Cela m'aide à produire davantage d'analyses qualitatives pour vous. Si vous voulez m'acheter un café aussi, le lien est dans la description. Je compte sur votre soutien. Partagez la vidéo autour de vous et merci de l'avoir fait, on continue. Arracher les yeux d'un géant. On peut chercher longtemps une image qui résume mieux que tout autre ce qui vient de se passer dans le golfe Persique et ses environs immédiats. On la trouve dans une vieille sagesse populaire. Quand deux adversaires se battent, le plus faible cherche à aveugler le plus fort. L'Iran, avec une précision que personne n'avait anticipée à cette échelle, vient littéralement d'arracher les yeux de l'armée américaine au Moyen-Orient. Les États-Unis opèrent dans le monde 8 batteries TESH-AAD, ces systèmes de défense antimissiles de haute altitude dont chaque unité radar représente une infrastructure technologique irremplaçable à court terme. Ces batteries constituent l'épine dorsale de toute la détection précoce et de l'interception des missiles balistiques sur le théâtre régional. En quelques jours de guerre seulement, 4 de ces 8 batteries ont été endommagées ou détruites dans la région. Ce chiffre, confirmé par des images satellites analysées par des institutions indépendantes comme le Centre James Martin d'études sur la non-prolifération, représente l'équivalent d'une amputation chirurgicale de la moitié du système nerveux antimissile américain dans tout le Moyen-Orient. Le coup le plus spectaculaire a été porté au Qatar. Là-bas, sur le site d'Umdahal, se trouvait un radar d'alerte avancé AN-FPS 132 Block 5, le joyau technologique de la surveillance balistique longue portée, construit par Raytheon et installé en 2013 pour une valeur de 1 milliard et 100 millions de dollars. Un seul milliard et 100 millions de dollars. Et il fallait, pour que ce système continue de fonctionner, qu'il reste intact. Un missile iranien a décidé du contraire. Ce radar n'était pas seulement un outil de surveillance. Il était le cerveau central qui permettait à chaque batterie patriote, à chaque système Tchad environnant, de recevoir des données de tracking suffisamment précises pour orienter ses intercepteurs. Sans ce radar, comme l'a résumé une source militaire américaine avec une franchise désarmante, chaque système Tchad de la région fonctionne désormais à l'aveugle. En Jordanie, une batterie entière a été touchée, avec des cratères de 4 mètres de profondeur visibles sur les images satellites autour des 5 remorques de 40 pieds qui constituaient le système. Aux Émirats arabes unis, les bâtiments abritant les systèmes radars d'une autre batterie ont été frappés. En Arabie saoudite, de la fumée s'est élevée du site de la base aérienne Prince Sultan. La question qui s'est imposée immédiatement à tous les analystes est celle qui devrait tourmenter les planificateurs du Pentagone. Comment l'Iran a-t-il obtenu cette précision? Comment a-t-il su où se trouvaient ces installations? L'Iran ne dispose pas d'un réseau de renseignement mondial comparable à la CIA. Il n'a pas de satellite de reconnaissance de dernière génération couvrant en temps réel chaque coin de la planète. Alors comment? La main de Moscou dans l'ombre. La réponse a commencé à filtrer dans les colonnes du Washington Post le 6 mars, sous la plume de journalistes citant 3 responsables américains sous couvert d'anonymat. La Russie, depuis le premier jour du conflit, transmet à l'Iran des informations de ciblage en temps réel, les positions des navires de guerre américains, les mouvements des avions de combat, les coordonnées précises des systèmes radars. Ce que ces officiels américains ont décrit comme un effort assez complet, systématique et délibéré de la part de Moscou pour permettre à Téhéran de frapper là où cela fait le plus mal.
Ce n'est pas une surprise absolue pour ceux qui ont suivi l'évolution de l'alliance russo-iranienne depuis plusieurs années. Mais voir cette alliance s'activer de cette façon, avec cette précision et cette audace, en pleine guerre ouverte contre les États-Unis, représente un saut qualitatif considérable. La Russie n'est pas entrée en guerre formellement. Elle ne bombarde pas. Elle ne tire pas. Elle reste en dessous du seuil de la cobelligérance directe, ce qui lui permet de nier plausiblement toute implication, tout en déniant à Washington l'argument juridique et politique d'une confrontation avec Moscou. C'est une posture exquisément calibrée, et elle révèle la main d'un stratège qui a appris des années de guerre hybride à utiliser l'ambiguïté comme arme principale. La logique de Moscou dans tout cela est d'une limpidité que même ses adversaires ne peuvent contester. Les États-Unis ont utilisé l'Ukraine comme un instrument de pression contre la Russie, en fournissant à Kiev des armes, des renseignements, une couverture diplomatique, pour maintenir Moscou dans un état d'usure permanente. Aujourd'hui, Moscou retourne l'instrument. L'Iran est pour Poutine ce que l'Ukraine est pour Biden, et ce que Trump continue d'être pour Washington. Un proxy qui consomme les ressources adverses sans que le sponsor principal n'ait à apparaître au front. La symétrie est parfaite, et la Russie la revendique avec une satisfaction à peine dissimulée. Une source senior russe, citée par des médias indépendants, le résumait avec une concision brutale. L'escalade au Moyen-Orient détourne l'attention de l'Ukraine. C'est simplement un fait. Ce que Moscou apporte à Téhéran dépasse de loin le renseignement. La Russie dispose de capacités de surveillance électromagnétique, de recueil humain sur le terrain et d'une constellation satellitaire capable de localiser en temps réel tout actif militaire américain dans la région. Ces capacités, construites pendant des décennies, ont été développées précisément pour surveiller les mouvements des forces américaines dans le monde. C'est ce savoir-faire, ces yeux de satellite, ces oreilles électroniques, que Moscou partage désormais avec Téhéran. Et c'est ce qui explique la précision avec laquelle des systèmes radars, répartis sur 5 pays différents, ont été ciblés simultanément. Ce n'était pas du hasard, c'était de la planification. Les avantages que Moscou tire de cette implication sont multiples et se superposent avec une logique presque élégante. D'abord, chaque jour que l'Iran tient est un jour où l'attention stratégique des États-Unis reste focalisée sur le golfe Persique et non sur l'Ukraine. C'est un jour où les discussions sur un cessez-le-feu en Ukraine sont repoussées, où les livraisons d'armes à Kiev sont retardées, où les ressources politiques et militaires américaines sont drainées vers un autre théâtre. Ensuite, si le détroit d'Ormuz reste bloqué ou perturbé, même partiellement, qui en profite le plus? La Russie. Avec ses exportations pétrolières non soumises aux mêmes contraintes géographiques, Moscou remplit ses coffres à mesure que les prix du brut s'envolent. Le Brent avait déjà bondé de 9 à 10% dans les premières heures du conflit. Chaque semaine supplémentaire de perturbations dans le Golfe est une semaine de revenus supplémentaires pour Gazprom et Rosneft. La doctrine chinoise de l'ombre. Si la Russie joue un rôle actif mais discret, la Chine joue un rôle encore plus silencieux, mais dont l'impact sur le cours de ce conflit pourrait s'avérer tout aussi déterminant à terme. Il y a un précepte stratégique profondément ancré dans la culture diplomatique chinoise: cacher sa force, bider son temps, ne pas montrer ses cartes, ne pas hausser la voix, agir dans l'ombre tant que l'ombre suffit. Et c'est précisément cette philosophie que Pékin applique avec une discipline remarquable depuis le 28 février. La première dimension de l'implication chinoise est technologique, le gallium. Ce métal rare, dont on ne parle jamais en temps ordinaire, est soudainement au centre de toutes les discussions stratégiques dans les couloirs du Pentagone. Reconstruire le radar AN/FPS 132 détruit au Qatar nécessite environ 77 kg de gallium. Ce chiffre semble dérisoire jusqu'à ce qu'on réalise un fait essentiel. La Chine contrôle plus de 80% de la production mondiale de gallium. Depuis juillet 2023, Pékin a imposé des restrictions à l'exportation de ce métal, officiellement pour des raisons de sécurité nationale. Ces restrictions sont toujours en vigueur, ce qui signifie concrètement que si les États-Unis voulaient aujourd'hui reconstituer leur radar détruit au Qatar, ils se heurteraient à une muraille chinoise invisible mais parfaitement efficace. Pas besoin de tirer un seul missile. Il suffit de contrôler la chaîne d'approvisionnement en matériaux critiques pour que la supériorité technologique américaine se transforme en vulnérabilité systémique. Au-delà des terres rares et des métaux critiques, il y a la question du renseignement satellitaire. Des sources sérieuses évoquent la possibilité que la Chine, comme elle l'aurait fait lors du conflit entre l'Inde et le Pakistan dans l'opération Sindoor, transmettent des données de localisation en temps réel à l'Iran depuis son réseau de satellites Beidou, l'équivalent chinois du GPS américain. Si cette information se confirmait,
Elle indiquerait que l'Iran opère ses missiles et ses drones non pas en se basant sur des coordonnées GPS américaines que Washington pourrait brouiller ou dégrader, mais sur un système de guidage entièrement indépendant de l'infrastructure américaine. La souveraineté de navigation militaire qu'un tel arrangement offrirait à Téhéran serait considérable. Et puis, il y a l'économie. La Chine achète aujourd'hui environ 80% du pétrole que l'Iran exporte, malgré toutes les sanctions américaines. Ce flux représente une bouée de sauvetage que les sanctions n'ont jamais réussi à couper complètement. Imaginez que Washington puisse un jour s'imposer sur l'économie pétrolière iranienne en cas de victoire militaire, c'est aussi imaginer que la Chine accepterait de perdre l'accès à cette ressource stratégique. Pékin a des milliards de dollars investis en Iran, des contrats énergétiques à long terme, des accords d'infrastructure dans le cadre de la route de la soie. Il n'y a aucune raison stratégique pour que la Chine laisse les États-Unis s'emparer du robinet pétrolier iranien sans réagir, même si cette réaction reste pour l'instant invisible à l'œil nu. La guerre des stocks, l'arithmétique impitoyable. Il y a une dimension de ce conflit que les communiqués militaires et les images de missiles traversant le ciel nocturne ont tendance à faire oublier. La guerre se joue aussi, et peut-être surtout, dans les entrepôts, dans les lignes de production, dans les budgets d'acquisition. Et sur ce front-là, l'Iran a préparé son affaire avec une méthode que ses adversaires n'ont pas su anticiper. Dès les premiers jours, la logique des coûts asymétriques a commencé à produire ses effets. Le drone Shahed iranien coûte entre 20 et 30 000 dollars à produire. L'intercepteur PAC-3 du système Patriot, lui, dépasse largement 13 millions de dollars selon les contrats les plus récents. Abattre un drone avec un PAC-3, c'est dépenser 400 fois sa valeur pour neutraliser une menace. Si l'Iran envoie 1000 drones dans une nuit et que les défenseurs les abattent tous avec des patriotes, ils viennent de brûler 13 milliards de dollars en quelques heures. C'est une saignée financière qu'aucune armée ne peut soutenir indéfiniment. Et pendant ce temps, l'Iran continue de produire des drones à un rythme que les bombes américaines sur ses usines n'ont pas encore réussi à stopper complètement. Le secrétaire d'État Marco Rubio avait lui-même concédé publiquement que les États-Unis produisaient actuellement 6 à 7 intercepteurs patriotes par mois. Par mois. Soit à peine 84 unités par an dans le meilleur des cas, à comparer aux quelques 600 missiles balistiques que l'Iran est capable de fabriquer chaque mois dans ses usines et installations dispersées. Ce déséquilibre productif est structurel et ne peut pas être comblé en quelques semaines, quand bien même le Pentagone obtiendrait du Congrès les fonds supplémentaires qu'il commence à solliciter en urgence pour reconstituer ses arsenaux vidés simultanément par l'Ukraine et le Golfe. Les pays alliés des États-Unis dans la région sont dans une situation encore plus précaire. Certains d'entre eux avaient déjà épuisé la quasi-totalité de leur stock de missiles solaires dans les premiers jours du conflit, selon des sources régionales confirmées par CBS News. Les responsables des États du Golfe avaient commencé à exprimer leur inquiétude de façon de moins en moins discrète. Si Washington ne pouvait pas leur fournir de remplacement immédiat, ils se retrouveraient sans défense face aux prochaines vagues. Certains allaient jusqu'à brandir la menace d'un retrait de leurs investissements massifs dans les marchés financiers américains, une perspective qui avait immédiatement provoqué des turbulences discrètes dans les salles de trading de Wall Street, où des grandes institutions avaient commencé à restreindre les retraits. L'autre dimension de cette guerre des stocks, c'est la reconstruction des radars détruits. Et c'est là qu'intervient la Chine de façon décisive, même sans tirer un seul coup de feu. Le paradoxe ukrainien. Il existe dans cette guerre un paradoxe d'une ironie presque littéraire, et il porte le visage d'un acteur que personne n'avait prévu de trouver dans ce rôle, l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, l'homme que Donald Trump avait humilié publiquement quelques semaines plus tôt à la Maison-Blanche dans une scène qui avait fait le tour du monde, l'homme dont le pays était en guerre depuis 4 ans contre une Russie appuyée par l'Iran via les drones Shahed, est désormais sollicité par Washington pour venir aider à défendre les bases américaines du Golfe contre ces mêmes drones iraniens. Le monde a une façon cruelle de retourner les situations. Ce retournement est né d'une nécessité opérationnelle que les Américains ont été contraints d'admettre publiquement. Les États du Golfe, qui disposent de missiles patriotes et de systèmes THAAD coûteux, ne savent pas comment abattre des centaines de drones Shahed bon marché sans vider leur stock en quelques heures. C'est l'équation qui avait déjà asphyxié les défenses européennes dans le contexte de la guerre en Ukraine. Un intercepteur Patriot PAC-3 vaut entre 13 et 30 millions de dollars selon les variantes. Un drone Shahed iranien coûte environ 30 000 dollars à produire. Si vous abattez chaque drone avec un Patriot, vous perdez la guerre économique avant même que la guerre militaire ne soit terminée. C'est précisément pour avoir résolu ce problème que l'Ukraine est devenue soudainement indispensable. Kiev a développé, dans le creuset de 4 années de guerre asymétrique, un système de défense anti-drone en couches multiples qui ne repose pas sur des intercepteurs coûteux.
des drones tueurs moins chers envoyés pour chasser les Shahed, des mitrailleuses lourdes repositionnées sur des points stratégiques, des hélicoptères reconvertis, des filets électroniques de brouillage, des unités spécialisées capables d'identifier et de neutraliser les essaims dans l'obscurité. En 2025, l'Ukraine avait produit 100 000 drones intercepteurs. Sa capacité de production avait été multipliée par 8. Et maintenant, en échange de missiles Patriot, dont elle manque désespérément pour défendre ses propres villes, Zelensky propose ce savoir-faire aux pays du Golfe et aux bases américaines. En 3 jours de guerre seulement, les alliés américains de la région avaient déjà consommé plus de 800 missiles Patriot, plus que l'Ukraine n'en avait reçu depuis le début de l'invasion russe il y a 4 ans. Ce chiffre, livré par Zelensky lui-même lors d'une déclaration publique, dit tout de la nature insoutenable de la logique d'interception conventionnelle face à une guerre de saturation comme celle que mène l'Iran. L'ironie suprême de cette situation est que les experts ukrainiens envoyés dans le Golfe pour aider les Américains à contrer les drones iraniens vont se retrouver à combattre exactement les mêmes armes que la Russie tire chaque nuit sur les villes ukrainiennes. Les Shahed iraniens qui s'abattent sur Dubaï et les bases américaines du Qatar sont les cousins directs des Geran 2, ces copies russes du Shahed produisent à l'usine russe d'Alabouga à 5000 unités par mois, qui détruisent les infrastructures électriques de Kiev. La guerre s'est refermée sur elle-même dans un cercle vertigineux dont personne ne voit encore clairement l'issue. La stratégie du déni de victoire. Pour comprendre pourquoi l'Iran tient, pourquoi il continue de tirer alors que 2000 cibles ont été frappées sur son territoire, qu'un millier 300 de ses citoyens sont morts et que son guide suprême a été assassiné le premier jour, il faut comprendre la doctrine qui anime sa conduite de guerre. Ce n'est pas une doctrine de victoire. Ce n'est pas un plan pour battre militairement les États-Unis. L'Iran n'a jamais prétendu être en mesure de détruire la 7e flotte américaine ou d'envahir Israël. Sa doctrine, articulée avec une clarté croissante au fil des jours, relève de ce que les théoriciens militaires appellent le victory denial, le déni de victoire. L'objectif n'est pas de gagner. L'objectif est de ne pas laisser l'adversaire gagner. Le président iranien Massoud Pezeshkian a exprimé cette philosophie avec une franchise qui a pris de court les analystes occidentaux habitués à une rhétorique plus opaque. Dans un message vidéo diffusé depuis un lieu tenu secret, il a établi une proposition d'une clarté stratégique remarquable à l'attention des pays du Golfe. Si ces pays refusent à Washington le droit d'utiliser leur sol, leurs eaux territoriales, leur espace aérien pour mener des frappes contre l'Iran, alors l'Iran cessera les attaques contre ces mêmes pays. Cette offre, que les médias américains ont rapidement qualifiée de tentative de diviser l'alliance, est en réalité quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. C'est une démonstration de force présentée sous les habits de la négociation. En une semaine, l'Iran avait montré ce qu'il était capable de faire au havre de paix de la région. Dubaï, la ville vitrine, la métropole qui avait bâti son attractivité mondiale sur l'image d'une stabilité absolue dans un Moyen-Orient chaotique, avait vu ses aéroports perturbés, ses installations portuaires frappées, ses défenses anti-aériennes surmenées. Les terminaux d'exportation de Fujairah, par lesquels transite une fraction significative du commerce pétrolier régional, avaient été touchés. Les pertes directes des Émirats arabes unis étaient évaluées à plus de 2 milliards de dollars par jour. Le Qatar avait déclaré la force majeure sur ses exportations de GNL, après l'arrêt forcé de ses usines de liquéfaction à Ras Laffan, représentant 21% du commerce mondial de ce produit. Ces pays, qui avaient pensé acheter leur sécurité par leur alliance avec Washington, découvraient qu'ils avaient en réalité acheté leur vulnérabilité. Et ils étaient furieux. Pas contre l'Iran, contre Washington, parce que les États-Unis avaient promis de les protéger et s'avéraient incapables de tenir cette promesse de façon complète. Des sources proches des gouvernements du Golfe avaient commencé à faire circuler des menaces inédites. Si Washington ne pouvait pas garantir leur sécurité, ils envisageraient de retirer leurs investissements massifs des marchés financiers américains. Des sources proches du secteur financier américain avaient en retour confirmé que des grandes institutions avaient commencé à mettre en place des limites sur les retraits. Le conflit militaire produisait déjà ses premières répliques économiques. Le piège de l'escalade. Au-delà de la dimension militaire et économique, cette guerre commence à dessiner quelque chose qui ressemble à un piège classique dans lequel les grandes puissances tombent parfois, la matrice d'escalade. Une logique dans laquelle chaque pas en avant crée une obligation d'aller plus loin sous peine d'apparaître faible, sans que personne n'ait prévu de chemin de sortie. Donald Trump se trouve peut-être désormais pris dans cette matrice. Trump avait déclenché cette guerre avec des objectifs déclarés ambitieux: détruire les capacités balistiques iraniennes, prévenir l'accès à l'arme nucléaire et, in fine, provoquer un changement de régime. Il avait prévu 4 semaines. Nous voilà déjà à 1 semaine, et l'Iran tire encore.
Ces missiles les plus sophistiqués commencent seulement à être déployés. Ces gardiens de la révolution n'ont pas capitulé. Son conseil de direction intérimaire fonctionne. Et Trump est maintenant devant un choix qu'il n'avait probablement pas voulu poser si tôt, reconnaître que les objectifs initiaux ne seront pas atteints dans les délais annoncés, ce qui équivaut à une capitulation rhétorique dont il ne peut pas se permettre le coup politique intérieur, ou escalader. L'escalade, c'est le troisième porte-avions maintenant déployé dans la zone d'opération, c'est la 82e division aéroportée mise en alerte maximale, ces troupes d'élite dont la spécialité est d'entrer en territoire hostile avant les autres, de neutraliser les défenses de première ligne, de préparer le terrain pour une invasion terrestre. C'est Trump lui-même qui parle publiquement de «boots on the ground», de soldats américains posant le pied sur le sol iranien. 50 000 soldats déjà déployés dans la région. Un appel à la garde nationale, un chiffre qui pourrait monter encore. Mais un sondage CNN publié en pleine semaine de guerre livrait un chiffre qui devrait refroidir les ardeurs bellicistes. 12% des Américains soutiennent une invasion terrestre de l'Iran. 12%. Et seulement 27% soutiennent la guerre en général, sous quelque forme que ce soit. La Chambre des représentants elle-même, dominée par les républicains, avait rejeté d'une courte majorité une résolution qui aurait obligé Trump à obtenir l'autorisation du Congrès avant de poursuivre les opérations, mais avec 212 voix contre, le soutien n'est pas massif. Recourir aux Kurdes comme alternative au changement de régime intérieur, cette vieille idée que Washington ressort périodiquement de sa boîte à outils moyen-orientale, semble cette fois ne pas fonctionner non plus. Des sources proches des groupes kurdes disent que même les plus radicaux d'entre eux ont refusé d'être utilisés comme chair à canon pour servir l'agenda américain. Ils ont compris le jeu, ils ont dit non. Le rééquilibrage géostratégique mondial. Les répercussions de ce conflit s'étendent bien au-delà du Moyen-Orient, dans une recomposition géostratégique dont le monde est en train de percevoir les premières lignes. Taïwan observe avec une attention particulière ce qui se passe dans le Golfe, et pas uniquement par solidarité avec les démocraties en guerre. Les États-Unis, pour alimenter leurs opérations au Moyen-Orient, ont commencé à rapatrier des intercepteurs patriotes et des capacités de défense antimissiles depuis les bases qui protégeaient Taïwan et la péninsule coréenne. Chaque intercepteur transféré vers le Golfe est un intercepteur en moins entre Taipei et les missiles balistiques du Parti communiste chinois. Pékin ne regarde pas cela sans calculer ce que cela signifie pour ses options d'avenir sur l'île rebelle. La même arithmétique s'applique à la Corée du Sud. Les batteries Patriot déployées là-bas en défense contre le programme balistique nord-coréen s'amenuisent sous la pression du réapprovisionnement vers le Moyen-Orient. Pyongyang observe, calcule, prend note de la distraction américaine, et il n'est pas exclu que le régime de Kim Jong-un voit dans cette période une fenêtre de manœuvre qu'il n'aurait pas en temps normal. L'Ukraine, de son côté, fait face à une équation cruelle. L'Iran, absorbé par sa propre survie, n'est plus en mesure de fournir des drones Shahed à la Russie au rythme précédent. C'est théoriquement une bonne nouvelle pour Kiev, mais la Russie avait depuis longtemps obtenu une licence de production permettant à l'usine d'Alabouga de fabriquer ses propres variantes du Shahed sous le nom de Gérant 2 à 5000 unités par mois. La source du drone n'est plus iranienne. La dépendance ukrainienne vis-à-vis d'une baisse d'approvisionnement iranien en Russie est donc limitée. Et en attendant, Washington lui demande de partager son expertise anti-drone pour défendre des bases américaines dans le Golfe, tandis que les négociations de paix avec Moscou restent suspendues dans le vide depuis que l'attention américaine s'est déplacée vers le Moyen-Orient. La proposition iranienne divisée pour survivre. Il y a dans la conduite diplomatique iranienne de cette guerre une dimension que les journalistes occidentaux ont eu tendance à résumer hâtivement comme de la propagande ou de la faiblesse. La proposition du président Pezeshkian aux pays du Golfe, formulée dans une vidéo depuis un lieu non divulgué, mérite au contraire d'être lue pour ce qu'elle est réellement. Un acte de stratégie diplomatique d'une finesse remarquable, mené en plein milieu d'une guerre dont l'Iran est la cible principale. L'Iran a démontré en une semaine ce qu'il était capable de faire. Dubaï, symbole mondial de la prospérité et de la stabilité, avait vu ses infrastructures frappées, ses hôtels de luxe vidés, ses vols annulés en masse. L'aéroport international Hamad au Qatar avait enregistré l'annulation de 94% de ses vols. Les usines de liquéfaction du gaz naturel qatari à Ras Laffan s'étaient arrêtées, forçant Doha à déclarer la force majeure sur ses contrats d'exportation. Les pertes financières directes des Émirats arabes unis dépassaient 2 milliards de dollars par jour selon les estimations compilées à partir de sources gouvernementales et industrielles. Ce n'était pas de la destruction gratuite, c'était une démonstration délibérée, calculée pour prouver aux pays du Golfe ce qu'ils avaient à perdre si la guerre continuait dans les mêmes termes.
Et voilà que l'Iran leur propose une sortie, pas une capitulation, une négociation. Retirez l'autorisation d'utiliser votre territoire aux forces américaines pour bombarder l'Iran et nous cessons nos frappes contre vous. Comme le dit avec force la voix des gardiens de la révolution depuis Téhéran. Cette guerre n'est pas la vôtre. Ce n'est pas vous que nous visons. Vous avez été embarqués dans une aventure qui sert les intérêts de Washington et de Tel Aviv, pas les vôtres. Prenez vos distances et vous serez protégés. L'Arabie saoudite, dont les tentatives de back-channel diplomatique avec Téhéran se sont multipliées depuis le début du conflit pour trouver une issue, comprend mieux que quiconque ce que cela signifie. Riyad n'a jamais voulu cette guerre. Elle lui a été imposée par une dynamique dans laquelle elle ne contrôle aucun des paramètres essentiels. Et la proposition iranienne représente peut-être sa seule voie de sortie réelle. La question est de savoir si les monarchies du Golfe ont les moyens politiques de dire non à Washington tout en maintenant leurs relations avec une superpuissance dont elles dépendent sur tant d'autres plans. Ce n'est pas certain. Mais le fait que l'Iran parie sur cette possibilité révèle une lecture profonde des tensions internes à l'alliance américaine dans la région. Trump, de son côté, a répondu à ces signaux diplomatiques avec des mots simples « l'Iran va s'agenouiller devant lui ». Ces mots, prononcé avec la confiance de celui qui croit que le rapport de force brute suffit à tout, résume tout ce que l'Iran a appris à exploiter depuis des décennies. Chaque fois que Washington a cru pouvoir imposer une capitulation totale et humiliante à Téhéran, l'Iran a trouvé le moyen de tenir. Chaque fois qu'un président américain a promis de ramener l'Iran à genoux, l'Iran a survécu à ce président. Et la promesse du ministre des Affaires étrangères iranien était d'une clarté sans équivoque. La reddition inconditionnelle dont rêve Trump, c'est un rêve qui l'emportera dans sa tombe. Trump empêtré, Iran stratège. Il y a une asymétrie fondamentale dans la façon dont les deux camps de ce conflit habitent leur position. Donald Trump se bat contre une horloge et contre lui-même. Il s'est fixé des objectifs publics qu'il ne peut pas atteindre dans les délais annoncés sans escalader. Il a engagé sa crédibilité personnelle, son récit de président fort et décisif, dans une aventure militaire dont la résolution lui échappe. Et par-dessus tout ça, les dossiers Epstein continuent de distiller leurs révélations embarrassantes dans les médias américains, créant une pression intérieure supplémentaire qui le pousse à maintenir le regard de l'opinion publique fixé sur la guerre plutôt que sur lui. L'Iran, au contraire, n'a pas besoin de gagner, il a juste besoin de tenir. Et tenir, c'est ce qu'il fait. La stratégie du déni de victoire n'est pas une stratégie de désespoir, c'est une stratégie de résistance calculée. L'Iran tire ses drones bon marché pour vider les stocks adverses, puis déploie ses missiles sophistiqués dans des défenses affaiblies. Il frappe les radars pour aveugler les systèmes d'interception, puis envoie ses Khorramshahr 4 dans l'espace ainsi ouvert. Il communique sa proposition de paix aux pays du Golfe pour créer des fissures dans l'alliance américaine. Il documente les dommages infligés aux infrastructures américaines, qui dépassent déjà 2 milliards de dollars en équipements militaires détruits, pour démontrer au monde que la toute-puissance américaine n'est pas une vérité absolue. L'Iran produit 600 missiles balistiques par mois. Les États-Unis produisent 600 intercepteurs patriotes par an. La mathématique de la guerre d'attrition dessine un avantage structurel que Trump n'a manifestement pas prévu dans sa démonstration de force initiale. La production américaine d'intercepteurs est insuffisante pour compenser, même à long terme, l'avantage quantitatif iranien. Et la solution technologique, reconstruire les radars détruits, se heurte à une dépendance aux terres rares chinoises que Washington ne peut pas résoudre rapidement. La guerre d'un monde qui ne sera plus jamais le même. Cette guerre, quelle que soit la façon dont elle se termine, est en train d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de la puissance américaine. La prétention à l'hégémonie unilatérale, la conviction qu'un rapport de force suffisamment écrasant sur le papier se traduit automatiquement en victoire rapide sur le terrain, sont en train d'être mises à l'épreuve d'une réalité plus complexe. L'Iran ne s'est pas effondré en 48 heures, comme certains l'espéraient à Washington. Il n'a pas capitulé lorsque Khamenei a été tué. Il n'a pas implosé lorsque ses villes ont été bombardées. Il a au contraire montré une résilience institutionnelle et militaire qui dépasse tous les modèles que les think tanks américains avaient élaborés dans leurs bureaux climatisés. Il est frappant d'observer comment les commentateurs et les experts les plus proches des milieux de la défense américaine commencent à formuler publiquement des questions qu'ils n'auraient jamais posées avant le 28 février. La sénatrice Elizabeth Warren, après avoir assisté à un briefing classifié de l'administration Trump, avait déclaré à ses collègues que la situation était bien pire que ce que vous pensez. Ce n'est pas le langage d'une femme politique satisfaite de la conduite d'une guerre victorieuse. C'est le langage d'une élue qui a vu des chiffres et des estimations qui contredisent radicalement le discours officiel. Tucker Carlson, voix influente de la droite américaine, avait publiquement évoqué la possibilité que nous assistions en direct à la fin de l'Empire américain, si Israël continuait d'entraîner les États-Unis dans cette aventure.
Ces voix ne sont pas marginales. Elles expriment un malaise croissant au cœur même de la société américaine face à une guerre qui n'était pas voulue par la majorité, qui n'a pas de stratégie de sortie clairement définie et dont les coûts humains, financiers et géostratégiques commencent à apparaître dans toute leur ampleur. Avec 25 000 soldats américains déployés dans la région, un troisième porte-avions en route, la 82e division aéroportée en alerte et des murmures croissants autour d'une invasion terrestre que seulement 12% des Américains soutiennent, Trump est en train de construire les conditions d'un Afghanistan version Golfe. Un engrenage dont il ne voit pas encore le mécanisme de désengagement. L'Iran, lui, a tout le temps du monde. Son histoire est faite de résistances qui ont duré des années, des décennies. Son peuple a traversé des épreuves, des sanctions paralysantes, une guerre de 8 ans contre l'Irak soutenue par l'Occident, des assassinats ciblés de ses meilleurs scientifiques et généraux. Chaque fois, il a tenu. Cette endurance n'est pas de la passivité. C'est une culture de la résistance enracinée dans une conscience historique longue que Washington semble structurellement incapable d'intégrer dans ses calculs stratégiques. L'Iran n'a pas besoin de destruction totale de l'adversaire pour s'estimer victorieux. Il a besoin de survie. Et la survie, il est en train de la démontrer, jour après jour, missile après missile, radar après radar, arraché à la surveillance américaine. L'ère de la guerre unipolaire, dans laquelle les États-Unis pouvaient déclencher des conflits sans vraiment en payer le prix en termes de puissance globale, est peut-être en train de se clore sous nos yeux. Parce que pour la première fois depuis des décennies, une action militaire américaine génère une réponse symétrique de la Russie dans les coulisses, une résistance active de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement, une guerre d'attrition asymétrique conduite avec une sophistication croissante par un adversaire régional et une recomposition silencieuse des équilibres dans des régions que Washington considérait sécurisées. Ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale, pas encore, pas formellement, mais c'est une guerre dont l'empreinte géopolitique mondiale est déjà réelle, mesurable et croissante. Et l'Iran, au centre de tout cela, n'est pas simplement une victime de la puissance américaine. Il est, avec ses alliés visibles et invisibles, un acteur actif d'un rééquilibrage que le monde observait venir depuis longtemps. La fumée qui monte encore au-dessus de Téhéran dit une chose, mais les radars américains détruisent au Qatar, les spécialistes ukrainiens embarqués en urgence vers le Golfe, les satellites russes qui transmettent des coordonnées en temps réel, les silences calculés de Pékin disent autre chose. Ils disent que cette guerre ne se terminera pas comme elle a commencé, et qu'elle a déjà changé le monde, même si nous ne savons pas encore exactement de quelle façon. Ce qui se joue ici, au fond, c'est une question que l'histoire pose toujours à ceux qui confondent la puissance brute avec la sagesse stratégique. Peut-on gagner une guerre contre un peuple qui a décidé qu'il ne perdra pas? Les Américains ont détruit l'Afghanistan, ils ont détruit l'Irak, ils ont renversé Kadhafi. À chaque fois, la victoire militaire initiale a été suivie d'un bourbier, d'une décomposition, d'un retrait honteux ou d'un chaos durable. L'Iran est plus grand, plus peuplé, plus organisé et surtout plus soutenu que chacun de ses précédents. Et cette fois, derrière lui, il y a Moscou qui transmet des coordonnées, il y a Pékin qui tient le gallium, il y a Kiev qui, malgré elle, enseigne au monde comment survivre à la guerre des drones. Le monde multipolaire que Poutine, Xi et les gardiens de la révolution appelèrent de leur vœu depuis des années n'est peut-être pas en train d'être annoncé par un discours ou un traité. Il est peut-être en train d'être construit, brique par brique, radar par radar détruit, dans le ciel brûlant du golfe Persique. Et dans ce monde-là, la question posée en titre n'est plus vraiment une question. Ce conflit est déjà en train de devenir quelque chose de plus grand qu'une guerre régionale. Il est en train de devenir le révélateur d'un ordre mondial en recomposition, dans lequel la domination américaine n'est plus une évidence, mais une position à défendre, coûteusement, contre des adversaires qui ont pris le temps de se préparer là où Washington s'est contenté de parier sur sa supériorité apparente. L'issue reste incertaine, mais les termes dans lesquels elle se posera ont déjà changé. Et l'Iran, debout sous ses bombes, en train de produire de nouveaux missiles pendant que ses villes brûlent, a plus contribué à ce changement que quiconque n'aurait osé le prédire il y a encore une semaine.